Regardez cette pierre. À première vue, elle a tout l'air d'un de ces cailloux ordinaires que vous pouvez voir quand vous vous promenez sur la plage. Elle n'est pas particulièrement colorée, ni particulièrement lourde, environ 2 kg. Mais si je vous disais que cette pierre est née sur Mars, qu'elle a voyagé jusqu'à la Terre pour finalement arriver en Antarctique. Ah, maintenant l'histoire est bien plus fascinante. Alors, découvrons tout ça. La chercheuse Roberta Skor, qui a travaillé sur le projet ANSMET, ou Antarctic Search for Meteorites, du Denver Antarctic Programme, a trouvé la météorite en 1984. Si vous souhaitez déchiffrer le nom de ce voyageur de l'espace, je peux vous aider. Il s'agit tout d'abord de l'endroit où il a été trouvé, les collines d'Alan en Antarctique, ou Alan Hills. Ensuite, nous avons l'année de sa découverte et le numéro de l'échantillon. Si vous vous dites que notre amie Roberta a ramassé cette pierre en s'exclamant « Waouh, un morceau de Mars !», vous allez être déçu. Au début, il était totalement impossible de savoir d'où venait la météorite. Et quelque chose troublait encore plus les chercheurs. Ce caillou était très différent des autres types de météorites trouvés sur notre planète. D'accord, mais alors comment ont-ils finalement découvert qu'elle venait de Mars? Grâce à des traces de gaz similaires à ceux qui composent l'atmosphère de la planète rouge. Nous avons pris connaissance de sa composition grâce au courageux Viking Lander qui a effectué les analyses nécessaires in situ en 1976. Mais revenons à notre découverte. Elle est très particulière. Et pas seulement parce qu'elle vient de très loin. Parmi les quelques milliers de météorites trouvées sur Terre, seule une centaine provient probablement de Mars. Et même avec ça, notre petite est différente des autres et semble faire partie d'un groupe à part. Remontons donc dans le passé et retraçons l'histoire de cette voyageuse cosmique. Elle s'est vraisemblablement formée il y a environ 4 milliards d'années sur sa planète rouge natale. Un jour, qui n'était pourtant pas très différent des autres, la vie de ce paisible caillou s'est trouvée bouleversée. Un impact météorique l'a catapulté dans l'espace, et notre pierre a commencé son voyage de petit astéroïde. À l'époque, elle était bien plus grosse qu'au moment de sa découverte sur Terre. À un moment donné, elle s'est approchée de la Terre, et on dirait bien qu'elle a décidé d'explorer les lieux. C'est ainsi qu'il y a 13 000 ans, ALH a terminé son voyage spatial en entrant en collision avec notre planète. À l'heure actuelle, ce fragment martien est le plus ancien que nous ayons jamais trouvé. Mais au début, il n'était pas très populaire. Ce n'est qu'en 1996 que sa notoriété s'est soudainement accrue, à la suite d'une découverte révolutionnaire. Des chercheurs de la NASA se sont en effet interrogés. Ce fragment est manifestement très ancien. Mais pourrait-il avoir enregistré des traces de vie qui auraient pu prospérer sur Mars à l'époque où ALH était encore attaché à la planète rouge? Et devinez quoi? C'était une très bonne question. Ils ont détecté des traces de très fines particules de magnétite. Leur structure et leur composition chimique sont tout à fait similaires à celles des particules que l'on trouve sur notre planète. On appelle ça des magnétofossiles, et ce sont des bactéries magnétotactiques qui les produisent. Cela pourrait donc signifier qu'il y a eu, à un moment donné, des formes de vie sur Mars. En avril 2020, des scientifiques de l'agence spatiale japonaise ont fait une autre découverte. Ils ont détecté dans notre météorite de l'azote contenant des matières organiques d'origine martienne. Alors, qui sait quel nouveau secret étonnant un examen plus approfondi de la météorite pourrait nous révéler? Pour l'heure, il ne vous reste plus qu'à vous rendre en Antarctique et vous mettre à creuser. En effet, c'est un endroit idéal pour la chasse aux météorites. Nous avons trouvé près de 50 000 météorites en Antarctique et des centaines de milliers attendent encore d'être découvertes. Chacune de ces roches spatiales peut nous raconter une histoire sur l'évolution du système solaire. Par exemple, la toute première roche lunaire trouvée sur le continent glacé et désert a confirmé le fait qu'on pouvait trouver sur Terre des morceaux d'objets spatiaux plus gros que des astéroïdes. Imaginons que vous soyez inspiré et que vous décidiez de partir à la chasse aux météorites en Antarctique. Préparez-vous à relever de sérieux défis. Malgré leur abondance potentielle, trouver des roches spatiales n'est pas aussi facile qu'il n'y paraît. Vous devrez vous rendre dans des régions reculées et il n'est même pas certain que vous puissiez trouver quoi que ce soit. Il s'agit d'ailleurs d'un très gros problème. Les météorites sont en train de disparaître. Actuellement, les scientifiques trouvent environ 1000 météorites par an en Antarctique. Mais selon une nouvelle étude, environ 5000 météorites disparaîtraient chaque année. En cause, la hausse des températures. Inquiets, les chercheurs ont créé un modèle capable de les aider à déterminer où ces météorites sont susceptibles de remonter à la surface. Ce modèle est assez complexe,
car il prend en compte la couverture neigeuse, la température de surface, la vitesse d'écoulement de la glace et même l'inclinaison du terrain. Les scientifiques ont ensuite effectué des simulations dans le cadre de différents scénarios de réchauffement. Et il s'est avéré que les météorites s'enfonçaient effectivement à mesure que les températures augmentaient. La surprise des chercheurs est évidente. Ils ne s'attendaient pas à ce que le changement climatique affecte autant leur travail. Même si ces régions sont en dessous du point de congélation, notre mode de vie participe à la destruction d'une archive cruciale du système solaire. Mais revenons à votre chasse aux météorites. Si vous voulez augmenter vos chances d'en trouver une, rendez-vous au pied des montagnes où la glace, qui s'écoule habituellement vers le bas, est forcée de remonter. Et n'oubliez pas d'emporter votre coupe-vent. Dans ces endroits, des vents puissants balaient la neige en exposant une glace bleu vif. Au lieu de fondre, cette glace ancienne peut directement se transformer en vapeur d'eau. Et c'est ainsi que l'on peut découvrir des météorites qui, autrement, resteraient cachées. Mais il faut se dépêcher. Les météorites à la surface disparaissent rapidement. Même lorsque les températures sont nettement inférieures au point de congélation, les roches peuvent encore absorber une partie de la chaleur du soleil et faire fondre la glace. C'est comme si elles créaient des tunnels souterrains, ou sous-glaciaires, s'enfonçant et se dérobant à la vue de tous. Quelque temps plus tard, le régel ferme les entrées de ces tunnels, emprisonnant les météorites et rendant toute découverte impossible. Les scientifiques admettent qu'il est très difficile de trouver des méthodes efficaces pour repérer les météorites. Et si nous ne nous dépêchons pas de mettre au point de bonnes techniques, nous risquons de perdre entre 80 000 et 250 000 roches spatiales au total. Il n'est donc pas étonnant que les scientifiques se soient donnés pour mission de trouver davantage de météorites. Ils se concentrent sur les zones d'échouage. Il s'agit d'endroits où les météorites s'accumulent à la surface en raison des caractéristiques géologiques, de l'écoulement de la glace et des conditions climatiques. Comme vous le savez déjà, vous pouvez trouver des météorites sur la glace bleue sans couverture neigeuse. Les météorites sont donc faciles à repérer. Mais trouver ces points chauds relève souvent du pur hasard. Ou alors, il faut passer des journées entières à éplucher des cartes et des images satellites pour tenter de repérer les zones de glace bleue situées à proximité des stations de recherche. Permettez-moi de vous présenter Veronica Tolenar, glaciologue de formation, ainsi que son équipe. Ils sont passés à la vitesse supérieure en élaborant une carte intelligente de l'Antarctique. Pour ce faire, ils ont eu recours à l'apprentissage automatique et aux données satellitaires de la NASA, de l'Agence spatiale canadienne et d'autres organismes. Cette carte met en évidence les zones où des météorites pourraient se cacher, sur la base de découvertes antérieures et de toutes sortes de données relatives au climat et à la glace. Apparemment, les meilleurs endroits pour trouver des météorites se trouvent aux abords du continent et près des montagnes recouvertes de glace bleue. Malheureusement, il n'y a pas que la glace bleue qui compte. La température et la vitesse d'écoulement de la glace sont également très importantes. Par exemple, si la glace s'écoule trop rapidement, les météorites sont emportées avant de pouvoir s'accumuler. Si vous voulez trouver une météorite, il vous faut donc des conditions très précises. La température de surface doit rester inférieure à moins 9 degrés Celsius presque tout le temps. Sinon, les météorites coulent. Vous pouvez commencer à chercher près des collines d'Alan. Oui, c'est là que notre amie ALH a été découverte. Cette région est une sorte de mine d'or pour les météorites, avec plus de 1000 découvertes. Mais il y a des endroits encore plus prometteurs, comme les montagnes de Fimbulaimen, où personne n'a encore fait de recherche. Vous serez peut-être le premier. Quoi qu'il en soit, grâce à cette nouvelle carte, les chercheurs ont mis au point un classement des meilleurs endroits pour la chasse aux météorites, ce qui permettra de mieux cibler les futures sorties sur le terrain. Et comme de nombreuses régions de glace bleue sont encore inexplorées, il y a des tonnes de météorites qui n'attendent que vous pour être découvertes. Alors, qu'attendez-vous ? Bien que certains événements astronomiques soient assez courants, il en existe d'autres qui ne se produisent qu'une fois tous les ans ou même une fois par siècle. Examinons les phénomènes les plus fascinants et les plus rares que nous pourrions un jour contempler. Le premier événement céleste remarquable de notre liste est la pluie de météores des Perséides, qui se déroulera du 17 juillet au 24 août 2024. Ce spectacle sera l'un des plus éclatants de l'année. À son apogée, entre le 12 et le 13 août, vous pourrez observer jusqu'à 100 météores par heure, à condition de vous trouver dans un endroit dénué de pollution lumineuse. Cette pluie de météores résulte des débris laissés par la comète Swift-Tuttle.
Lorsque ces météores traversent l'atmosphère terrestre, ils laissent souvent derrière eux de longues traînées lumineuses et colorées. Le moment idéal pour admirer ce spectacle cosmique est juste avant l'aube. Le 2 octobre 2024, les Patagoniens auront l'opportunité d'admirer une éclipse solaire annulaire, communément appelée anneau de feu. Ce phénomène se produit lorsque la Lune est légèrement plus éloignée de notre planète. Dans ce cas, lorsque les disques de la Lune et du Soleil s'alignent, l'ombre de la Lune n'arrête pas totalement la lumière solaire, laissant apparaître un anneau de lumière autour de la Lune. Cette fois-ci, l'anneau de feu sera visible depuis le sud du Chili et de l'Argentine. Il est donc conseillé de réserver votre vol dès à présent. Un autre événement astronomique notable se déroulera du 6 au 10 octobre 2024, la pluie de météores des Draconides. Durant cette période, les météores seront plus susceptibles d'être observables en soirée plutôt qu'au petit matin. En général, cette pluie est relativement modeste, produisant seulement une poignée de météores par heure. Toutefois, les astronomes mentionnent que l'existence d'un événement draconide rare et spectaculaire, capable de projeter plusieurs centaines de météores dans le ciel en une heure. Aurons-nous la chance de vivre un tel spectacle cette année? Seul le temps nous le dira. À partir du 12 octobre et durant la semaine suivante, vous aurez l'occasion d'observer une comète passer à proximité de notre planète. Bien que cet astre imposant, au nom difficilement prononçable de Tsuchinshan Atlas, se trouve à environ 70 millions de kilomètres de la Terre à son point le plus proche, il pourrait bien être visible à l'œil nu. Les comètes sont réputées pour leur imprévisibilité. La majorité de ces corps célestes, composés de poussière et de glace, seraient originaires des confins du système solaire, où ils ont passé des millions d'années dans l'obscurité, inertes et ignorés de tous, tout comme moi au collège. À présent, certaines d'entre elles se rapprochent du Soleil, et de nombreux experts anticipent déjà un spectacle céleste époustouflant en octobre. Si vous manquez les pluies de météores précédemment mentionnées, vous aurez une autre opportunité. Les Orionides s'étendront du 26 septembre au 22 novembre 2024. Parfois, cet événement peut produire entre 40 et 70 étoiles filantes par heure. Mais récemment, le nombre maximal a été réduit à une vingtaine ou une trentaine de météores observables. Et pour clore l'année, nous assisterons à la pluie de météorites des Géminides, du 4 au 17 décembre 2024. Cet événement s'annonce tout simplement époustouflant. Les astronomes considèrent cette pluie comme l'une des plus spectaculaires de l'année, en raison de la luminosité des météores attendus. Environ 120 étoiles filantes devraient fendre le ciel à chaque heure. Fait intéressant, alors que la plupart des pluies de météorites proviennent de comètes composées de poussière et de glace, les Géminides proviennent d'un astéroïde rocheux, nommé 3200 Phaéton. Les scientifiques ne parviennent toujours pas à classifier ce dernier, car il possède une queue et s'illumine en s'approchant du Soleil, tout comme une comète. En revanche, les astronomes ont récemment découvert que la queue de l'astéroïde était constituée de gaz de sodium et non de poussière. Et maintenant, projetons-nous plus loin dans le futur. En 2029, nous assisterons à l'éclipse lunaire la plus sombre du siècle. Une éclipse lunaire se produit lorsque notre satellite naturel est entièrement caché dans l'ombre de la Terre. Parfois, au cours de ce phénomène, la Lune peut se teinter d'un rouge vif. Normalement, plus la Lune se rapproche du centre de l'ombre de notre planète, plus l'éclipse est sombre. Et selon les experts, l'éclipse du 26 juin 2029 sera particulièrement obscure. Elle durera environ 1 heure et 42 minutes et sera encore une fois visible depuis l'Amérique du Sud. Alors pensez à réserver vos billets. Une superlune qui est également la seconde pleine lune à apparaître au cours d'un même mois est appelée superlune bleue. Ces superlunes ne suivent pas un cycle régulier et se produisent environ tous les 10 ans. Selon la NASA, les prochaines superlunes bleues auront lieu en janvier et en mars 2037. 3 ans plus tard, en 2040, nous assisterons à une véritable parade planétaire, où 5 corps du système solaire, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne, s'aligneront. Bien que ce ne soit pas une ligne parfaitement droite, ce sera tout de même un spectacle édifiant. Certaines planètes, comme Vénus et Jupiter, peuvent être observées même dans les grandes villes à l'œil nu. Mais pendant ce défilé, vous pourriez apercevoir encore davantage de planètes. Peut-être est-il temps d'investir dans un télescope? La superlune la plus lumineuse du XXIe siècle se produira en 2052. En effet, l'orbite de notre satellite naturel n'est pas parfaitement circulaire, puisque la Lune poursuit une trajectoire elliptique autour de la Terre.
Ainsi, il y a 2 points distincts, le plus proche de la Terre, appelé périgée, et le plus éloigné, connu sous le nom d'apogée. Le 6 décembre 2052, nous assisterons à une superlune éblouissante. Notre satellite se trouvera alors à environ 356 000 km de notre planète, ce qui est légèrement plus proche que d'habitude. En 2060, nous pourrons observer une comète nommée 15P Finlay. Ce sera l'une des comètes les plus proches de notre planète au cours depuis les 100 dernières années, passant à environ 5 millions de kilomètres de nous. À chaque fois qu'une comète s'approche du Soleil, elle se réchauffe et commence à émettre des gaz et de la poussière, ce qui lui donne l'aspect d'une petite étoile. Grâce au vent solaire, elle développe également une longue et magnifique queue. Plus une comète passe près de la Terre, plus elle apparaît brillante dans le ciel. Préparez-vous donc à en prendre plein les yeux. En 2084, un phénomène connu sous le nom de « éclipse de Terre » devrait se produire, ce qui sera l'un des événements astronomiques les plus captivants du XXIe siècle. Malheureusement, nous ne pourrons pas admirer ce spectacle depuis la Terre, bien entendu. Cependant, nous pourrions avoir la chance de l'observer depuis Mars. Pendant cet événement, la Lune et la Terre passeront devant le Soleil, apparaissant comme des silhouettes sombres. Cet événement, connu sous le nom de transit planétaire, est semblable à une éclipse solaire, mais avec des objets autres que la Lune. En l'an 2100, pour ceux d'entre nous qui seront encore là, l'étoile polaire sera au plus proche du pôle céleste nord. Les navigateurs utilisent cette étoile emblématique depuis des siècles pour se repérer. Ce qui est surprenant, c'est qu'elle n'est pas tout à fait alignée avec le nord. La Terre ne possède pas d'axe fixe. Elle tourne dans l'espace comme une gigantesque toupie au cours d'un processus dit de précession orbitale. C'est pourquoi l'étoile polaire change lentement de position dans le ciel. Mais le 24 mars 2100, l'étoile polaire sera enfin alignée avec le véritable nord de notre planète. Ensuite, elle commencera à s'éloigner à nouveau, pour ne revenir que dans 26 000 ans. Comme vous pouvez le constater, il s'agit d'un événement exceptionnellement rare. De plus, ce sera en quelque sorte le cadeau d'adieu de l'étoile polaire. Étant donné que l'axe de la Terre est en perpétuel mouvement, dans environ 2000 ans, cette étoile sera remplacée par une autre. Gamma Cephei. Ainsi, en 2100, l'étoile polaire sera la plus proche de notre planète avant très longtemps. J'espère que vous avez pris note des événements astronomiques les plus fascinants des 100 prochaines années. Le plus incroyable, c'est que pour la plupart d'entre eux, vous n'aurez même pas besoin de télescope. Ils seront visibles à l'œil nu. Oh, regardez-moi ça! Imagine que tu sois assis chez toi, en train de boire un café et de regarder un nouvel épisode de ta série préférée. Et soudain, boum, crash, que s'est-il passé? Rien de terrible. Juste une météorite qui vient de s'écraser dans ta cuisine après avoir brisé le toit. Tu pourrais croire que cette histoire est entièrement inventée. Mais c'est pourtant ce qui s'est passé dans le New Jersey pendant la pluie de météores Eta Aquarides, qui s'est passé du 19 avril au 28 mai, avec un pic les 5 et 6 mai. Le caillou spatial avait la taille d'un gros sandwich. Elle était également noire comme la nuit et pesait près de 1,5 kg. Elle a traversé le toit et a heurté le plancher en bois, abîmant tout. Lorsque les habitants de la maison ont trouvé la pierre et l'ont touchée, elle était encore chaude. Heureusement, l'objet n'était pas radioactif et il n'y avait personne à la maison au moment où la pierre est arrivée. Mais tu sais ce qui est le plus choquant à propos de cette météorite? Les astronomes pensent qu'elle pourrait provenir d'une boule de neige cosmique naviguant très, très loin de la Terre. Pour expliquer cela, je vais devoir t'en dire un peu plus sur l'Eta Aquaride. Cette pluie de météores est célèbre pour ses météores rapides, qui laissent de longues traînées lumineuses. Elle est produite par la comète Halley, qui termine son orbite autour du Soleil tous les 76 ans. La comète n'est pas venue près de la Terre depuis 1986 et ne reviendra pas avant 2061. Pour l'instant, elle se trouve quelque part dans la constellation de l'Hydre, à plus de 100 années-lumière de notre planète. Chaque année, la Terre doit traverser les traînées de débris laissées par les comètes. Ils entrent en collision avec notre atmosphère, se désintègrent et créent de magnifiques traînées colorées dans le ciel nocturne. C'est ce qui se produit à chaque fois que Halley retourne dans notre système solaire. Son noyau rejette une couche de glace et de roches dans l'espace, dont une partie atteint notre planète. Les autorités du New Jersey pensent que la météorite qui s'est infiltrée dans la maison provient de cette pluie de météorites. Mais je suis sûr que tu te poses une autre question qui trouble beaucoup de gens. Quelle est la différence entre tous ces engins spatiaux?
Il y en a tellement qui volent dans l'espace. Météores, météorites, astéroïdes, comètes, etc. Ok, essayons de comprendre ensemble. Un astéroïde est un corps rocheux en orbite autour du Soleil. Il n'est généralement pas très grand et assez inactif. Les comètes sont différentes. Elles sont recouvertes de glace qui s'évapore normalement à la lumière du Soleil, formant une coma. C'est ainsi que l'on appelle l'atmosphère d'une comète. Cette coma est composée de poussière et de gaz. Une comète possède également une queue composée de poussière et ou de gaz. Un météoroïde est une petite partie d'une comète ou d'un astéroïde en orbite autour du Soleil. Si ce météoroïde parvient à se faufiler dans l'atmosphère terrestre et à s'y évaporer, il s'agit d'un météore. On l'appelle souvent étoile filante. Enfin, si un météoroïde parvient à survivre à la traversée de l'atmosphère de notre planète et à atterrir à la surface de la Terre, il devient une météorite. Si tu penses que les visiteurs de l'espace sont rares, tu te trompes. Chaque jour, notre planète est frappée par plus de 100 tonnes de particules de la taille d'un grain de sable. Environ une fois par an, un astéroïde de la taille d'une voiture entre dans l'atmosphère terrestre, se transforme en une impressionnante boule de feu et brûle, heureusement, avant d'atteindre la surface de la planète. Et tous les 2000 ans environ, un météoroïde de la taille d'un terrain de football s'abat sur la Terre, causant d'importants dégâts. Et maintenant, imagine ceci. Un astéroïde énorme, vraiment énorme, s'approche de notre planète. Personne sur Terre ne peut prédire son apparition. Personne non plus ne peut l'arrêter. C'est pourquoi l'astéroïde s'écrase bientôt sur la surface de la Terre. La force de la collision est si puissante que le voyageur de l'espace ne s'arrête pas avant d'avoir traversé la croûte terrestre sur une profondeur de plusieurs kilomètres. L'impact laisse un cratère de plus de 160 km de diamètre. Des milliers de kilomètres cubes de roches solides se transforment instantanément en vapeur. Le crash déclenche une série de catastrophes naturelles qui anéantissent 75% de la vie sur Terre. Les créatures qui étaient assez proches pour voir la collision ne survivent pas plus de quelques secondes. Plus près encore du cratère d'impact, le sol est recouvert de milliers de mètres de cendres chaudes, de gravillons et de décombres. Quelques secondes plus tard, tout ce qui se trouve à des kilomètres à la ronde s'embrase. Ce qui ne brûle pas dans les minutes qui suivent la collision connaît un sort différent, encore plus terrifiant. L'astéroïde provoque un monstrueux tsunami, le plus important jamais enregistré. Une étude récente affirme qu'il était des milliers de fois plus puissant que n'importe quelle vague jamais vue. Le tsunami a été si dévastateur qu'il a érodé les sédiments des fonds marins à l'autre bout du monde. Une équipe de scientifiques a même reconstitué les événements survenus dans les 10 premières minutes suivant l'impact. La maquette a montré que l'astéroïde avait produit des vagues jusqu'à 30 000 fois plus importantes que l'un des plus grands tsunamis jamais enregistrés, celui qui s'est produit dans l'océan Indien en 2004. Tu as probablement déjà deviné que je parle d'un événement réel, à savoir la collision d'astéroïdes qui a fait disparaître les dinosaures de la surface de la Terre. L'astéroïde de Chicxulub tel que nous le connaissons aujourd'hui proviendrait des confins du système solaire. Ce corps spatial mesurait au moins 9 km de diamètre. Il s'est écrasé dans les eaux peu profondes de la péninsule du Yucatan. L'impact a été si puissant qu'il a laissé sa signature sur le visage de la planète. En 2021, les chercheurs ont découvert que la collision avait creusé des méga-ondulations dans la croûte terrestre dans la région de l'actuelle Louisiane centrale. Mais de tels événements dévastateurs, lorsqu'un objet aussi grand menace les habitants de la Terre, se produisent très rarement, une fois tous les quelques millions d'années. Les roches spatiales de moins de 24 mètres brûlent généralement dans l'atmosphère de notre planète, ne causant que peu ou pas de dégâts. Si un météorite rocheux d'un diamètre supérieur à 24 mètres mais inférieur à 800 mètres venait à frapper la Terre, il causerait des dégâts locaux dans la zone d'impact. Quant à un rocher spatial d'un diamètre supérieur à 800 mètres, il aurait probablement des effets à l'échelle mondiale. Et ces corps spatiaux ne sont même pas les plus grands qui existent. À titre de comparaison, les astéroïdes qui peuplent la ceinture principale d'astéroïdes entre Mars et Jupiter peuvent mesurer jusqu'à 933 km de diamètre. Mais tu peux respirer, ils sont trop éloignés et ne représentent aucune menace pour notre planète. Nos scientifiques en apprennent toujours plus sur les astéroïdes et les comètes dangereux. Ils ont même créé un bureau de coordination de la défense planétaire, PDCO. Ce bureau veille à ce que les objets potentiellement dangereux soient détectés le plus tôt possible. Un objet est considéré comme potentiellement dangereux si l'on prévoit que son orbite l'amènera à moins de 8 millions de kilomètres de la Terre. Il doit également être suffisamment grand pour atteindre la surface de notre planète, plus de 30 mètres de diamètre.
Il est intéressant de noter que l'impact d'une météorite n'est pas la pire chose à craindre. Certains scientifiques affirment que la chose la plus dangereuse est l'onde de choc produite par un météore qui se brise dans l'atmosphère. Par exemple, un météore, qui était à l'origine un astéroïde de la taille d'un immeuble de 6 étages, est entré dans l'atmosphère de notre planète en février 2013 et s'est brisé à 24 km au-dessus du sol. Cela a généré une onde de choc équivalente à une énorme explosion. La météorite qui s'est écrasée en Sibérie en 1908 était 10 fois plus puissante qu'un astéroïde. Elle s'est brisée en morceaux au-dessus de la rivière Tunguska en juin 1908, rasant 2000 km² de forêt. Si la météorite n'avait pas été aussi énorme, cet événement serait passé inaperçu en raison de l'éloignement de l'endroit où il s'est produit. Heureusement. C'est donc une bonne chose que 90 à 95% des météorites ne survivent pas à leur chute dans l'atmosphère de notre planète. Seules celles qui sont composées de matériaux plus résistants parviennent jusqu'ici. On pense que la plupart des météorites proviennent de comètes, qui sont beaucoup plus fragiles que les astéroïdes. Il faut également tenir compte de la vitesse d'un météore. Si un météore s'approche de la Terre plus lentement, il a plus de chances de survivre à la collision avec l'atmosphère de notre planète. Cela signifie que le météore ne brûlera pas complètement et qu'une partie de ses restes atteindra le sol. Et si le soleil faisait boum? Tu l'as deviné, ce serait une très mauvaise nouvelle. Cette vidéo était vraiment courte aujourd'hui, hein? Mais attends, j'ai autre chose. Si le soleil explosait, ce serait le chaos dans le système solaire. Et les scientifiques nous disent que ça arrivera forcément un jour. Mais pourquoi? Et comment est-ce que ça se passera exactement? Nous sera-t-il possible de survivre? Eh bien, nous allons voir tout ça. Nous allons d'abord faire un voyage jusqu'au cœur du Soleil. Il est rempli d'atomes d'hydrogène qui se livrent à une incroyable danse du diable. Ces atomes sont tellement excités qu'ils s'entrechoquent sans cesse de toute leur force. Et lorsqu'ils entrent en collision, quelque chose de magique se produit, ce qu'on appelle la fusion nucléaire. Grâce à cette immense fiesta, les atomes d'hydrogène se combinent pour former des atomes d'hélium, une expérience de chimie à grande échelle. Au cours de cette fusion nucléaire, une toute petite partie de la masse des atomes d'hydrogène est transformée en une énorme quantité d'énergie. C'est la célèbre équation d'Einstein, E = mc2. L'énergie se libère sous forme de lumière et de chaleur, rayonnant vers l'extérieur et illuminant tout le système solaire. Et une fois que ce processus est en marche, tout un tas de particules énergisées appelées photons se joignent à l'aventure. Ces photons sont comme de minuscules paquets de lumière, qui rebondissent et se déplacent dans toutes les directions. Ils jouent un rôle crucial en transportant l'énergie du Soleil dans l'espace, illuminant notre monde et réchauffant notre planète. Mais pour que tout cela continue, pour que les atomes ne s'échappent pas pour créer un chaos total, le cœur du Soleil doit être soumis à une pression énorme. Cette pression provient de l'immense poids des couches extérieures du Soleil qui pèsent sur le cœur. Les couches extérieures compressent le noyau interne. Mais les couches internes ne se laissent pas faire. L'énergie et les photons font tout ce qu'ils peuvent pour s'échapper du cœur du Soleil. Mais ce noyau est très dense, immensément dense. Et la pression est si forte que l'énergie prend une éternité pour s'échapper. Elle rebondit, est absorbée et réémise par d'autres particules. Finalement, au bout d'un long moment, elle atteint la surface du Soleil et s'envole dans l'espace pour nous parvenir sous forme de lumière. Tu sais maintenant comment fonctionne le Soleil. Maintenant, que se passe-t-il lorsqu'il arrive en fin de vie? Eh bien voilà, notre Soleil a une réserve limitée d'hydrogène. Dans environ 5 milliards d'années, il sera donc à court de carburant. Après ça, notre étoile subira de grands changements. Alors, fais bien attention, car il y a de fortes chances que nous manquions l'événement. Tout d'abord, le Soleil va gonfler et devenir une géante rouge, se dilatant comme un ballon. Il deviendra si grand qu'il engloutira les planètes intérieures, y compris notre Terre bien-aimée. Un Soleil vraiment sans gêne, qui prend toute la place. Nous n'assisterons donc pas à ces derniers jours, à moins que nous ne déménagions très loin. Après la phase géante rouge, le Soleil rétrécira un peu. Ses couches extérieures s'évanouiront dans l'espace, laissant derrière elles une magnifique nébuleuse planétaire. Il révélera son noyau incandescent. Oh, le noyau, maintenant rempli d'hélium, aura une voix bizarre. Non, commencera à fusionner des éléments plus lourds comme l'oxygène et le carbone. Ces réactions ne seront pas aussi vigoureuses, comme à la fin d'une fête, quand on est un peu fatigué. Finalement,
L'hélium finira par s'épuiser lui aussi et le Soleil deviendra une naine blanche compacte, un retraité stellaire profitant de ses vieux jours. Les scientifiques estiment qu'il reste au Soleil environ 7 à 8 milliards d'années avant qu'il n'éteigne ses lumières. Mais ne t'inquiète pas, d'ici là, l'humanité sera peut-être déjà partie vers une galaxie lointaine ou aura même évolué en une nouvelle et surprenante espèce. Notre Soleil ne s'éteindra donc pas avec fracas comme un feu d'artifice. Il n'est pas assez gros pour devenir une supernova ou un trou noir. Ces superstars de l'espace ont besoin d'une masse bien plus importante que notre Soleil pour advenir. Mais que se passerait-il s'il explosait soudainement? Comme ça, brutalement et sans raison. Voyons ça. Imagine, le Soleil fait boum. Une situation des plus délicates sur Terre. L'événement libère une quantité folle d'énergie, envoyant une onde de choc qui traverse l'espace à la vitesse de la lumière. Il faut environ 8 minutes pour que cette onde nous atteigne. Pourquoi? Eh bien, le Soleil se trouve environ à 150 millions de kilomètres de nous. Il faut donc un peu plus de 8 minutes et 20 secondes à sa lumière pour parcourir toute cette distance et nous atteindre. Mais parlons de l'événement lui-même. Ce serait un spectacle grandiose, mais malheureusement, ce serait aussi la fin. Les quantités folles d'énergie libérées provoqueraient une expansion rapide du Soleil qui engloutirait les planètes intérieures, y compris notre Terre. Et ce n'est pas tout. Prépare-toi à une gigantesque rafale de radiation. Le Soleil déverserait un torrent de particules superchargées, des rayons X et des rayons gamma, le genre de particules qui peuvent sérieusement tout chambouler. En atteignant notre atmosphère, ces particules à haute énergie provoqueront un chaos incroyable. Elles ioniseront l'atmosphère, créant une énorme impulsion électromagnétique. Cette impulsion est comme une onde de choc pour les appareils électroniques. Elle les grille et les rend inutilisables. Si tes gadgets ne sont pas protégés, ils risquent de passer un mauvais quart d'heure. En parlant de mauvais quart d'heure, après ça, c'est l'évaporation instantanée qui nous attend. Mais le bouquet final du Soleil ne touchera pas que la Terre. Il fera des ravages dans tout le système solaire. Cette énorme explosion d'énergie écrasera tout ce qui se trouve sur son chemin. Les planètes seront éjectées de leur orbite confortable, ce qui provoquera un énorme désordre. La ceinture d'astéroïdes, entre Mars et Jupiter, adieu, elle disparaîtra. Oblitérée ou dispersée aux vents cosmiques. Et même les planètes qui survivront à l'événement sortiront de leur orbite pour aller errer dans l'espace. Et n'oublions pas les planètes extérieures, comme Jupiter et Saturne. Ces géantes génèrent leur propre chaleur, ce qui leur confère un certain confort et attire de nombreuses lunes. Mais le boom du Soleil leur volerait cette chaleur, les transformant en des endroits incroyablement froids. Maintenant que nous avons parlé de la catastrophe que cela représenterait pour le système solaire, posons la question suivante. L'humanité peut-elle s'en sortir? La réponse courte est non, ce n'est pas possible. Tout serait anéanti, sauf peut-être quelques bactéries discrètes cachées dans l'ombre. Mais dans le cas inimaginable où le Soleil nous aurait prévenus à l'avance, nous pourrions avoir une chance de nous en tirer. Si nous étions informés et que nous disposions d'assez de temps pour nous préparer, nous pourrions activer notre mécanisme de survie. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme la Terre ne survivrait pas à la colère du Soleil, il nous faudrait déménager autre part. Tu te souviens que nous avons dit que toutes les planètes ne seraient non pas complètement détruites. Hélas, les plus proches du Soleil, Mercure, Vénus et la Terre, disparaîtraient. L'option la plus simple serait donc de déménager dans un autre système solaire possédant une planète semblable à la Terre. Mais que se passerait-il si la Terre parvenait à survivre à la catastrophe? Ne demandons pas comment, mais réfléchissons simplement aux conséquences. Eh bien, notre climat deviendrait fou. Pendant les premiers instants de la grande explosion, le rayonnement et les particules feraient monter la température en flèche. Une canicule sans fin, un cauchemardesque effet de serre. Les océans s'évaporeraient, créant des nuages épais qui retiendraient la chaleur et ne la laisseraient plus s'échapper dans l'espace. Et après ça, sans la chaude étreinte du Soleil, la Terre deviendrait un véritable congélateur. Il faut donc sortir des sentiers battus. Une idée serait de s'abriter profondément sous terre, là où nous ne serons pas tellement affectés par les radiations et les changements soudains de température. Plus tu creuses, plus la température augmente. Ainsi, avec les bons outils et les bonnes ressources, l'humanité pourrait se terrer dans des bunkers fortifiés et survivre pendant quelques années sans les rayons du Soleil. Pourquoi seulement quelques années? Tu te souviens que nous avons dit que le Soleil est le centre de gravité de notre système solaire. Sans lui, la Terre serait à la dérive, à la recherche d'un nouveau centre de gravité. Imagine notre planète, notre fidèle satellite, la Lune, et toutes les autres planètes flottant lentement dans l'espace. Heureusement, notre fidèle Soleil tient bon.
nous gardant au chaud et nous éclairant pour encore pas mal de temps. Nous sommes donc en sécurité pour quelques milliards d'années. Mais il est toujours amusant d'imaginer des scénarios impossibles. Alors à bientôt pour de nouvelles aventures. En 2018, s'est produite la plus grande éruption sous-marine active jamais survenue, du moins de celle que nous ayons pu officiellement enregistrer. Les scientifiques ont suivi les tremblements de terre qui ont frappé une zone dans l'océan Indien occidental au large de Madagascar. Entre 2018 et 2021, plus de 11 000 tremblements de terre ont frappé la petite île de Mayotte entre Madagascar et le Mozambique. Le plus fort d'entre eux avait une magnitude de 5,9. Jusque-là, cette région avait été plutôt paisible. Il n'y avait eu que 2 tremblements de terre enregistrés en 50 ans. En plus des tremblements de terre réguliers, il y avait aussi des grondements sismiques inhabituels comme des tremblements de terre à des fréquences assez basses qui se formaient profondément sous terre. Les gens ne pouvaient pas sentir ces grondements à la surface, mais les chercheurs du monde entier les ont découverts et ont réalisé qu'ils étaient liés à une activité volcanique dont personne n'avait remarqué l'arrivée. Il s'est passé quelque chose d'étrange. Cette éruption sous-marine a créé un volcan géant de la taille d'un gratte-ciel. Ce nouveau volcan sous-marin s'est avéré mesurer environ 1,5 fois la hauteur du One World Trade Center à New York et presque 10 fois plus que la Statue de la Liberté. La zone où il est apparu avait été explorée en 2014, mais elle était presque plate, paisible et vide à l'époque. Désormais, on y trouve un véritable volcan à près de 2600 mètres sous le niveau de la mer. Le volcan tire son magma d'un réservoir très profond, situé à près de 55 km sous terre. C'est le réservoir de magma volcanique le plus profond que nous connaissions. La Terre a des couches et celle du milieu est assez épaisse. Elle ressemble beaucoup à la garniture de caramel aux cacahuètes que l'on trouve dans de nombreuses barres chocolatées. Des recherches montrent qu'il y a probablement des morceaux de croûte océanique au plus profond du manteau liquide de la Terre. Ils sont coincés là, créant de gros grumeaux dans ce qui était censé être une couche lisse. Notre planète possède une couche extérieure rigide. Elle comprend un manteau supérieur chaud et une croûte fissurée. Le manteau bouge en permanence, ce qui fait bouger la croûte à la surface également. Ainsi, la croûte océanique plonge dans les profondeurs et fait remonter d'énormes panaches de magma vers la surface de la planète. Les scientifiques ont même trouvé un ancien morceau de l'océan Pacifique à des centaines de kilomètres sous la Chine. Ce sont les anciens restes des fonds marins du Pacifique d'il y a longtemps, et ils ont été tirés vers le bas sous la surface de la Terre dans la zone de transition du manteau. Cette dalle rocheuse qui se trouvait au fond de l'océan est composée de la croûte et de quelques parties solides du manteau supérieur. La plupart de l'activité volcanique sur notre planète se produit là où nous ne la voyons pas, sous la surface de l'océan. Environ 70% de toute l'activité volcanique se produit dans les océans et principalement dans la zone du Pacifique Sud, avec plus de 1100 volcans concentrés dans cette zone. Les falaises côtières, les chaînes de montagnes, les sols et les sédiments qui bordent les vallées ne sont qu'une petite partie des roches de notre planète. Les océans cachent bien plus de choses dans les profondeurs de la surface de la Terre. Entre la surface de la Terre et son noyau se trouve le manteau. C'est une couche épaisse et chaude de roches qui bouge et coule constamment. Quelques centaines de kilomètres plus bas se trouve une zone où les diamants sont créés. Lorsqu'ils se forment, ils passent par des températures et des pressions élevées, puis ils finissent par geler. Ainsi, lorsqu'ils arrivent à la surface, les scientifiques peuvent explorer leur structure, découvrir comment ils se sont formés et mieux comprendre ce qui se passe dans les profondeurs de notre planète. Grâce aux diamants, ils ont notamment découvert que le manteau était très humide et qu'il contenait peut-être beaucoup plus d'eau que tous les océans de la Terre. Notre planète est en train de manger ses propres océans. Lorsque les plaques tectoniques se déplacent, plongent et passent les unes sous les autres, elles entraînent d'énormes quantités d'eau à l'intérieur de la Terre. L'eau qui se trouve sous la surface de notre planète peut aider à développer le magma et à lubrifier les failles, ce qui rend en fait les tremblements de terre plus probables. L'eau est en fait stockée dans les minéraux. Elle est incorporée à la croûte de la planète lorsque de nouvelles plaques océaniques se forment. Elles subissent un processus de flexion et de fissuration en passant sous d'autres plaques, et d'énormes quantités d'eau s'enfoncent alors dans la croûte et le manteau. Les scientifiques ont fait des recherches sur une zone qui se trouve à 29 km sous la surface. Ils ont réalisé que de telles zones tiraient 3 milliards de téragrammes, ce qui représente 3 milliards de tonnes. Tout océan est comme un nouveau monde. On y trouve des paysages incroyables sous la surface,
De magnifiques chutes d'eau, des lacs, des rivières. Il y a d'épaisses couches de sel sous le plancher océanique et les rivières et les lacs se forment parce que l'eau de mer traverse ces couches et les dissout, créant quelque chose qui ressemble à des piscines. Le sel dissous rend l'eau environnante plus dense. Cette eau se dépose alors à cet endroit, ce qui finit par former des rivières ou des lacs sous-marins. Mais il y a aussi des chaînes de montagnes, des tranchées et des canyons. Dans la mer de Bering, on trouve un canyon de plus de 2600 mètres de profondeur. Cela fait paraître le Grand Canyon beaucoup plus petit qu'il ne l'est, puisque le canyon sous-marin est près de 800 mètres plus profond. Les parties profondes de l'océan sont très froides. La température de l'eau peut être d'environ 4 degrés Celsius. Mais au fond, l'eau peut devenir bouillante. Des cheminées hydrothermales se trouvent au fond de la mer. Ce sont des sources chaudes situées sur les bords des plaques tectoniques. L'eau qu'elles libèrent peut atteindre une température de 400 degrés Celsius. Mais la pression à de telles profondeurs est très intense. Si intense qu'aucun être humain ne peut la supporter. Pourtant, c'est la pression qui empêche l'eau de bouillir. La profondeur des océans est en moyenne de 3,7 km. Les ondes lumineuses peuvent encore pénétrer à 1000 mètres, même si c'est en très petite quantité. De sorte que tous les mystères cachés en dessous de ce point demeurent dans l'obscurité totale. La partie réellement éclairée de l'océan va jusqu'à 180 mètres. Même si le soleil nous donne de la lumière, la plupart de notre planète est sombre en permanence. C'est à cause des océans qui couvrent plus de 70% de notre planète. Le son le plus fort provenant d'un océan, et l'un des sons les plus forts jamais enregistrés, provenait d'un tremblement de glace. Il était si fort que les chercheurs l'ont enregistré à l'aide de capteurs situés à plus de 4800 km de distance. L'activité sismique a fait s'effondrer le sol gelé. La calotte glaciaire de l'Antarctique est plus vaste que la partie continentale des États-Unis et du Mexique réunis. Un gros iceberg de l'Antarctique contient plus de 75 milliards de litres d'eau, ce qui pourrait constituer un approvisionnement en eau de 5 ans pour 1 million de personnes. Les humains peuvent généralement boire de la glace de mer, bien que nous ne puissions pas boire d'eau de mer. Au fur et à mesure que le temps passe et que la glace vieillit, la saumure piégée entre les cristaux de glace s'écoule. De cette façon, la glace devient suffisamment douce pour que l'on puisse la boire. Si toutes les calottes glaciaires et tous les glaciers que nous avons sur la Terre fondaient en même temps, le niveau de la mer s'élèverait de 80 mètres, ce qui est à peine moins que la hauteur de la Statue de la Liberté, ou l'équivalent d'un immeuble de 26 étages. Les palourdes vivent assez longtemps pour nous en apprendre sur le passé des océans. Ces mollusques peuvent vivre plus de 500 ans. Pour connaître l'âge d'un arbre, tu peux utiliser les cernes de son tronc. Et pour connaître l'âge d'un mollusque, tu peux examiner les cernes à l'intérieur de sa coquille. C'est aussi de cette façon que les scientifiques obtiennent des informations sur l'océan, le climat et d'autres éléments. Les mollusques peuvent aider à avoir un aperçu de ce qui s'est passé il y a environ 1000 ans. Aujourd'hui, la Terre n'a pas 4, mais 5 océans. Le nouveau, baptisé Océan Austral, a été officiellement reconnu il y a seulement quelques mois. Il borde des océans Atlantique, Pacifique et Indien. Si bien que les scientifiques n'ont pas pu se mettre d'accord pour savoir s'il s'agit vraiment d'un nouvel océan ou s'il fait simplement partie des régions plus froides de ces trois-là. Nous ne divisons pas seulement les océans sur des cartes. Chacun d'entre eux présente des conditions différentes pour des espèces marines uniques. Par exemple, l'océan austral abrite des phoques léopards, des orques, des petits rorquals, des manchots empereurs et d'autres animaux qui vivent dans des mers froides et glacées. On y trouve aussi du krill, de petites créatures qui ressemblent à des crevettes et qui servent de nourriture à de nombreux animaux plus gros qui y vivent. La vie sur notre planète a commencé il y a environ 3,5 milliards d'années. La question de savoir comment et quand exactement elle est apparue reste un mystère. Mais certaines théories affirment que la vie pourrait avoir émergé pour la première fois dans les profondeurs de l'océan. Il y a quelques années, des scientifiques ont découvert des tubes et des filaments microscopiques dans des roches formées il y a environ 4 milliards d'années. Ces roches sont des fragments d'une ancienne croûte océanique. De plus, ces minuscules tubes et filaments sont similaires aux microbes que l'on peut encore trouver sur les cheminées hydrothermales dans les parties profondes de l'océan. L'idée est que ces cellules vivantes ont trouvé les conditions pour rester en vie dans de minuscules pores rocheux à l'intérieur des cheminées de ces évents et ont commencé l'incroyable aventure que fut l'évolution de la vie sur notre planète. Lorsque les planètes explosent, ça peut chauffer très fort. Les atmosphères sont balayées, les morceaux de roche volent en éclats, tout est pulvérisé. L'espace autour devient plus brillant qu'une douzaine de soleils. Tu fermes les yeux et tu te couvres les oreilles. Tes cheveux se hérissent
La puissance brute d'une explosion cosmique est terrifiante. Quelque temps avant l'explosion, tu es en vol stationnaire dans une obscurité presque totale. En dessous, tu vois la Lune, ou ce que tu crois ressembler à la Lune. La surface de cette sphère de couleur claire est parsemée de cratères laissés par des météorites. Tu vois d'énormes collines escarpées qui s'étendent sur des kilomètres. En fait, il s'agit de Mercure, et tu t'apprêtes à la faire exploser. Comme au ralenti, tu regardes la planète voler en éclats. Et puis en un clin d'œil, tu vois un mur de débris se rapprocher de toi. D'abord des fragments de roches géants, c'est tout ce qui reste de la croûte solide et du manteau rocheux de la planète. Puis l'aspect et la structure des débris qui volent dans ta direction changent. Maintenant, ces choses ont l'air liquides, comme des éclaboussures de vif argent. C'est le noyau métallique de Mercure qui éclate. Il occupait 85% du volume de la planète. Et enfin, c'est à nouveau un feu d'artifice de morceaux solides. C'est le noyau solide de la planète. L'explosion est si puissante qu'elle envoie la Terre sur une autre orbite. Le Soleil a un hoquet et avale un énorme nuage de poussière. C'est tout ce que Mercure a laissé derrière elle. Mais ne t'inquiète pas, notre système solaire ne perdra pas de planète aussi facilement. Toute cette histoire d'explosion n'est qu'une expérience temporaire. Une fois que tu as fini de regarder le spectacle, tu appuies sur un autre bouton. Et la planète se reconstitue comme si tu avais rembobiné. Tu t'approches de la prochaine planète sur ton chemin. Sa surface se cache sous une atmosphère très dense composée de dioxyde de carbone. Si tu décidais d'atterrir sur Vénus, tu verrais passer d'épais nuages d'acide sulfurique. Tu verrais la surface de la planète d'un brun rougeâtre, sèche et incroyablement chaude. Tu marcherais probablement sur des plaines plates et lisses, couvrant 2/3 de la surface de la planète. Et tu resterais bouche bée devant les 1600 volcans qui parsèment Vénus. Malheureusement, tu ne pourras pas faire tout ça car tu appuies sur le bouton. Boum! D'énormes morceaux de basalte sont projetés depuis le centre de l'explosion. C'était la croûte de la planète, épaisse de 19 km. Puis, tu aperçois des météores brillants et brûlants qui volent vers toi à une vitesse phénoménale. Ce sont des morceaux du manteau rocheux en fusion de Vénus. La pluie de feu semble infinie, peut-être parce que le manteau avait une épaisseur de 1900 km. Mais ce n'est pas la partie la plus massive de la planète. La puissance de l'explosion fait éclater le noyau ferreux de Vénus. Ce noyau était 2 fois plus large que le manteau. Tu atteins une bille bleue qui n'est autre que ta planète natale. À quoi ressembleront ces entrailles dispersées dans l'espace? Vue d'en haut, la Terre est jolie. 71% de sa surface est bleue à cause de toute cette eau, mer et océan. Il y a aussi des zones de vert, de jaune et des tourbillons bruns et blancs. Tu appuies sur le bouton. La planète éclate dans une grêle de roches. C'est ce qui reste de la fine croûte terrestre et du manteau, beaucoup plus épais. Ce dernier occupait près de 84% du volume de la planète. Tu vois la pluie rocheuse se transformer en quelque chose de beaucoup plus liquide. C'est du fer et du nickel brûlant qui constituaient le noyau externe de la Terre. Ces métaux ne subissaient pas assez de pression pour être solides. La détonation est si puissante qu'elle fait éclater le noyau interne de la Terre. C'est une boule solide de fer et de nickel. Une fois que les morceaux se sont séparés, ils suivent leur propre orbite autour du Soleil. Les morceaux les plus massifs s'écrasent sur la Lune et certains voyagent plus loin avant d'être avalés par notre étoile. Tu ne peux pas t'attarder, la planète rouge t'attend. La surface de Mars est couverte de poussière de couleur rouille. L'épaisseur de la couche de poussière varie d'une zone à l'autre, mais dans la plupart des endroits, elle fait 2 mètres d'épaisseur. Le sol est de couleur or, marron, beige et même verdâtre. La teinte dépend des minéraux qui composent le sol. La surface de la planète est rocheuse, elle est couverte de lits de lacs asséchés, de cratères, de volcans et de canyons. Boum! Mars est une planète rocheuse. Tu dois esquiver des morceaux de croûte de la taille d'une montagne composés de basalte volcanique. Ce que tu vois ensuite te donne l'impression que tu as fait exploser d'énormes quantités de dentifrice à base de roches molles. C'est le manteau de Mars, composé d'oxygène, de silicates et d'autres matériaux. Et puis les morceaux volants redeviennent solides. Ah, c'est autour du noyau de la planète. Il était solide, composé principalement de fer, de nickel et de soufre. Des milliards de fragments de toute taille,
de quelques mètres à plusieurs milliers de kilomètres de diamètre, sont projetés dans toutes les directions. Mais seuls quelques-uns ont suffisamment d'élan pour quitter le système solaire. L'événement entier modifie légèrement l'orbite de la Terre et la température sur notre planète augmente de 10 degrés Celsius. Tu laisses les planètes rocheuses derrière toi et tu te rapproches de la première géante gazeuse sur ton chemin, Jupiter. D'épais nuages bruns, jaunes, rouges et blancs cachent sa surface. Ils donnent à la planète un aspect coloré et joliment rayé. Tu appuies sur le bouton. Cette fois, le spectacle est différent. Au lieu de morceaux de croûte solide, tu vois des jets de gaz qui accélèrent depuis le centre de la planète. C'est ce qui composait l'atmosphère de Jupiter, faite d'hydrogène et d'hélium gazeux. En un rien de temps, la matière qui s'échappe dans l'espace devient liquide. C'est l'hydrogène qui change de forme sous l'immense pression atmosphérique qui règne au plus proche du centre de la planète. Un peu plus tard, le liquide est déjà un mélange d'hydrogène métallique et d'hélium. Et enfin, quelque chose de solide. C'était probablement le noyau de Jupiter, 14 à 18 fois la masse de la Terre. Le diamètre de la géante gazeuse était d'environ 145 000 km. Mais l'explosion ne dure pas plus d'une demi-seconde. Elle est cependant si forte qu'elle fait s'évaporer les planètes plus petites comme Mars et la Terre. Le Soleil reste à peu près intact. Il devient plus chaud et plutôt instable pendant un moment. Mais cela ne dure pas longtemps. La prochaine géante gazeuse sur ton chemin est Saturne. À première vue, on dirait que la planète a une surface. La sphère brun-jaune, apparemment solide, est entourée de couches de nuages. Les anneaux caractéristiques de Saturne sont impressionnants et colorés, gris, beige et brun. Ce sont en fait des groupes de petits anneaux composés de morceaux flottants de glace, de roches et de poussière. Ces morceaux vont de la taille d'un caillou à celle d'un énorme gratte-ciel. En orbite autour de Saturne, ils ne cessent d'entrer en collision et les plus gros morceaux se brisent. Tu es surpris de voir que les anneaux ne sont pas parfaitement ronds. Ils présentent des courbures causées par la force gravitationnelle des lunes voisines. 53 d'entre elles ont été répertoriées à ce jour. Titan, un monde glacé plus grand que notre Lune et même que Mercure, est la plus grande d'entre elles. Ce que tu vois ressemble étrangement à ce qui s'est passé lorsque tu as fait exploser Jupiter. Il n'y a qu'une seule différence. Les anneaux de Saturne se brisent, envoyant des roches et de la glace voler dans l'espace à une vitesse incroyable. Les plus gros morceaux s'écrasent sur les lunes de la planète, détruisant totalement les plus petites d'entre elles. Tu vois des courants de gaz, principalement de l'hydrogène et de l'hélium, avec un peu de méthane, d'ammoniac et d'eau. Ils s'éloignent à une vitesse vertigineuse de l'endroit où se trouvait le centre de la planète. Ensuite, des éclaboussures de matière liquide, c'est de l'hydrogène liquide qui devient ensuite métallique. Et enfin, les morceaux du noyau solide constitués de matériaux rocheux. Tu as maintenant devant toi la magnifique sphère bleu-vert de la géante glacée Uranus. La planète prend cette teinte inhabituelle lorsque la lumière du Soleil se reflète sur sa surface. De plus, l'atmosphère d'Uranus est principalement composée d'hydrogène et d'hélium, avec des traces de méthane gazeux qui absorbent la lumière rouge. Quoi qu'il en soit, badaboum! Cette fois, ce sont d'abord d'énormes blocs de glace qui se précipitent dans ta direction. Ils constituent la partie du manteau glacé de la planète qui représentait 80% de son volume total. Mais pourquoi cette glace a-t-elle l'air liquide? Sur Uranus, le liquide gelé n'est pas solide comme sur Terre. La glace est un fluide chaud et dense composé d'eau, de glace d'ammoniac et de méthane. On l'appelle souvent l'océan au ammoniac. Après l'étrange pluie de glace, tu vois des morceaux solides du noyau rocheux de la planète. Il était petit, pas plus de la moitié de la masse de la Terre. Certaines des lunes d'Uranus sont pulvérisées dans l'explosion, et plusieurs sont même éjectées hors du système solaire. L'explosion déplace aussi légèrement l'orbite de Neptune. Et enfin, c'est au tour de la dernière planète sur ton chemin. Neptune est bleu à cause d'une couche de gaz tourbillonnante et de nuages permanents. Pas le temps de s'attarder. Boum! La planète n'a pas de surface solide. C'est pourquoi, après avoir appuyé sur le bouton, tu vois le manteau liquide de Neptune éclater. Il ressemble à un ballon rempli d'eau jeté du 50e étage. Cela envoie des éclaboussures d'eau, d'ammoniac et de méthane glacé dans l'espace. Elles sont suivies par des restes du manteau de la planète, ressemblant à de la lave. Il était liquide, rougeoyant et riche en méthane, en ammoniac et en eau.
Et voici ce qui reste du noyau solide de Neptune, composé de fer et d'autres métaux. Regardez ce monstre flamboyant. C'est une naine blanche. Ces étoiles sont connues pour engloutir les objets qui passent près d'elles. Et, un jour, ces objets pourraient là bien être les planètes de notre propre système solaire. Selon une nouvelle étude, certaines régions du système solaire seront attirées par une naine blanche, puis écrasées et finalement réduites en une fine poussière, comme des grains de café dans un moulin à lame. Cette analogie vous plaît? L'état de naine blanche correspond à la dernière étape de la vie d'une étoile. Il s'agit d'un objet petit et très dense, généralement de la taille d'une planète, le résultat d'une faible masse et de l'épuisement de tout le combustible nucléaire disponible en son cœur, et de la perte de ses couches extérieures. Lorsque notre Soleil se transformera en naine blanche, ce qui ne manquera pas d'arriver, il détruira les astéroïdes et les lunes présents autour de Mars et de Jupiter. Ils seront pulvérisés par sa gravité. La Terre, elle, sera engloutie avant même que le Soleil ne se transforme en naine blanche. Mais cela ne se produira pas avant 6 milliards d'années. Les chercheurs qui travaillent sur ce sujet sont parvenus à ces conclusions en observant ce qui est arrivé à des corps spatiaux, astéroïdes, lunes et planètes, qui passaient à proximité de 3 naines blanches. Pendant 17 ans, ils ont observé et analysé des transits, c'est-à-dire le moment où la luminosité d'une naine blanche diminue parce qu'un objet en orbite stable passe devant elle. Dans le cas des naines blanches, nous pouvons prédire ces transits et les utiliser pour étudier les étoiles elles-mêmes et les objets célestes qui passent devant elles. Ainsi, lorsqu'un objet s'approche trop près d'une naine blanche, l'immense gravité de l'étoile le déchire en des fragments de plus en plus petits. L'équipe de scientifiques a également découvert que les transits de ces débris sont chaotiques. De plus, ils ont généralement une forme étrange, ce qui signifie qu'ils ne cessent de se désagréger. La première naine blanche, utilisée pour étudier ce processus, semblait stable et relativement calme au cours des dernières années écoulées. Mais les scientifiques ont découvert des preuves d'un événement catastrophique majeur survenu aux alentours de 2010. L'étoile suivante s'assombrit de manière irrégulière tous les quelques mois avant de s'éclaircir à nouveau. Le comportement de la troisième naine blanche était proche des prévisions théoriques. Ces transits variaient en nombre, en forme et en profondeur. Mais la dernière étude a montré aux chercheurs que ces transits ont maintenant complètement cessé. Cela témoigne de la nature imprévisible des transits. Une minute, vous les voyez. L'instant d'après, ils ont disparu. La raison pourrait en être l'environnement chaotique dans lequel ils se produisent. Quant à notre système solaire, et à notre planète en particulier, son destin est plutôt sombre. La Terre sera avalée par le Soleil en expansion avant même que notre étoile ne se transforme en naine blanche. Dans le reste du système solaire, plus loin du Soleil, certains astéroïdes situés entre Mars et Jupiter ainsi que certaines des lunes de Jupiter seront également détruits. Ils risquent en effet d'être délogés et de s'approcher trop près de la naine blanche. Toutefois, les astronomes ne sont pas certains à 100% que c'est exactement ce qui doit se passer dans notre système solaire. Il ne nous reste plus qu'à attendre de voir comment les choses évoluent durant les prochains 6 milliards d'années. En ce qui concerne les naines blanches, les scientifiques en ont récemment découvert une dont la surface présente une étrange cicatrice métallique. Cette tache pourrait s'être formée au moment où l'étoile a déchiqueté puis englouti une minuscule planète qui tournait autour d'elle. Les naines blanches, présentant des traces de métal dans leur atmosphère, ne sont pas rares. Ces traces sont causées par des planètes qui tombent sur les étoiles en raison de leur immense gravité. Les experts ont longtemps pensé que ces métaux devaient être répartis uniformément à la surface de ces naines blanches polluées. Mais une nouvelle étude a permis de découvrir une naine blanche présentant une étrange tache de métal concentrée. Cette étoile a été observée pendant 2 mois à l'aide du très grand télescope installé au Chili. Les chercheurs ont découvert une tache de métal opaque. Elle était située au-dessus de l'un des pôles magnétiques de l'étoile et bloquait une partie de sa lumière lors de sa rotation. Sur la base de cette observation, les astronomes ont conclu que le matériau avait pu être attiré vers l'étoile par le puissant champ magnétique de cette dernière. Ce processus est similaire à celui qui provoque les aurores boréales sur Terre, où des particules chargées suivent le champ magnétique jusqu'à la surface. La planète détruite par la naine blanche était très probablement petite, de la même taille que l'astéroïde Vesta dans le système solaire, qui ne mesure que 525 km de diamètre. Ces débris sont désormais bien visibles à la surface de l'étoile haute. Il est donc plus facile pour les chercheurs d'examiner la géochimie de la planète avant qu'elle ne soit dévorée. Une telle étude pourrait même s'avérer être l'un des meilleurs moyens d'observer les petits mondes situés au-delà du système solaire, même s'ils ont déjà disparu. Il pourrait y avoir beaucoup d'autres étoiles balafrées comme celle-ci,
L'étoile en question était la première, mais probablement pas la dernière. Mieux encore, les astronomes ont déjà découvert 2 naines blanches qui semblent présenter des cicatrices similaires. L'observation répétée de ces étoiles pourrait nous aider à percer encore plus de secrets et à faire d'autres découvertes. Une autre naine blanche étrange, découverte il n'y a pas si longtemps, semble avoir cessé de se refroidir en raison de la formation de cristaux internes. Cette découverte remet en question les théories existantes sur le vieillissement des étoiles ainsi que les méthodes d'estimation de leur âge. Mais les scientifiques ont peut-être compris la raison de ce phénomène. Les naines blanches sont considérées comme des étoiles mortes, c'est-à-dire qu'elles ne cessent de se refroidir et que ce processus ne peut généralement pas être inversé ou interrompu. Mais en 2019, le satellite Gaia de l'Agence spatiale européenne a découvert un certain nombre de naines blanches qui avaient cessé de se refroidir depuis plus de 8 milliards d'années. Cela pourrait signifier que certaines naines blanches peuvent générer beaucoup d'énergie supplémentaire, et cela va à l'encontre de la théorie classique de l'étoile morte. Au début, les astronomes n'arrivaient pas à comprendre comment cela pouvait se produire. Plus de 97% des étoiles de la Voie lactée se transforment en naines blanches. Les astronomes ont longtemps pensé que ces étoiles étaient en fin de vie. Après avoir épuisé leurs réserves d'énergie nucléaire, elles cessent de produire de la chaleur et se refroidissent. Le plasma dense qu'elles contiennent finit par geler et l'étoile se solidifie de l'intérieur. L'ensemble du processus peut prendre des milliards d'années. Mais de nouvelles données indiquent que dans certaines naines blanches, ce plasma dense ne se contente pas de geler. Au contraire même, les cristaux solides qui se forment lors du refroidissement deviennent moins denses et commencent à flotter vers le haut. Et ils déplacent ainsi le liquide, plus lourd, vers le bas. Le mouvement de cette matière vers le centre de la naine blanche libère de l'énergie gravitationnelle. Cette énergie est suffisante pour interrompre le processus de refroidissement de l'étoile pendant des milliards d'années. Cette explication correspond en fait aux propriétés des naines blanches que l'on a pu observer. Mais c'est la première fois qu'un tel processus est identifié dans un tout autre type d'étoile, et c'est incroyablement fascinant. Nous avons là un phénomène astrophysique tout à fait nouveau. Mais pourquoi cela se produit-il chez certaines étoiles et pas chez d'autres? Cela dépend probablement de la composition de l'objet. En effet, certaines naines blanches sont issues de la fusion de 2 étoiles différentes. Lorsqu'elles entrent en collision et forment une naine blanche, la composition de l'étoile change, ce qui permet la formation de ces cristaux flottants. Cette découverte pourrait obliger les astronomes à revoir les méthodes qu'ils utilisaient jusqu'à présent pour déterminer l'âge des étoiles. À l'heure actuelle, on utilise souvent l'état de naine blanche comme indicateur d'âge. Plus une étoile est froide, plus on pense qu'elle est âgée. Mais aujourd'hui, nous savons que le processus de refroidissement de certaines naines peut être retardé. Et cela fait vaciller les certitudes concernant les méthodes utilisées. Certaines étoiles pourraient être beaucoup plus vieilles qu'on ne le pensait, avec un écart de plusieurs milliards d'années. Ce phénomène récemment découvert signifie que certaines de ces étoiles sont en mesure de briller presque normalement pendant des milliards d'années supplémentaires. Cela complique les mesures et remet en question l'utilisation des naines blanches dans la reconstitution de l'histoire galactique. Restez à l'écoute. Il semble que les scientifiques aient découvert un objet étrange dans l'espace, et ils ne savent pas exactement s'il s'agit d'une étoile ou d'une planète. Ce que nous savons, c'est qu'il est situé à 1400 années-lumière de nous, ce qui nous amène à nous interroger sur ce que nous pensions savoir de l'univers. Permettez-moi d'expliquer le dilemme. Nous pouvons déterminer si un objet est une étoile ou une planète en fonction de sa masse ou de la quantité de matière qu'il contient. Les étoiles ont une masse importante, ce qui leur confère une forte gravité qui les comprime fortement. Cette compression crée des températures élevées à l'intérieur, et par conséquent, elles brillent de mille feux. Les planètes ont une masse moins importante et leur gravité est donc plus faible. Elles ne subissent pas la même compression et n'ont donc pas les températures élevées des étoiles. Si les planètes brillent, c'est parce qu'elles reflètent la lumière de leur étoile, comme notre belle Terre le fait avec notre Soleil. Eh bien, cette étrangeté se situe entre les deux. Nous considérons qu'il s'agit d'une naine brune, soit un type particulier de proto-étoile gazeuse de grande taille. Les naines brunes ressemblent généralement à Jupiter en termes d'atmosphère, mais elles sont beaucoup plus grandes, avec un diamètre de 13 à 80 fois supérieur. Si une naine brune possède une masse plus de 80 fois supérieure à celle de Jupiter, alors elle peut commencer à brûler de l'hydrogène, comme le fait toute étoile. C'est comme ça que brillent les astres du ciel. Mais normalement,
Les naines brunes ne sont pas aussi chaudes que les étoiles. Leur incapacité à brûler de l'hydrogène leur a même valu le surnom d'étoiles ratées. Elles brûlent à environ 2200 degrés Celsius, ce qui est plus froid que la plupart des étoiles. Mais cet objet défie la norme. Sa température atteint la barre incroyable des 7700 degrés Celsius. Mettons cela en perspective. Le jour le plus chaud de l'histoire a été enregistré dans la vallée de la mort, en Californie, il y a plus de 100 ans, avec une température de 57 degrés Celsius. Les gens de l'époque ont dû avoir l'impression de fondre avec tout ce qui les entourait. Imaginez maintenant que vous vous rapprochiez du Soleil, comme si vous voyagiez vers Vénus. Vénus peut atteindre la température insensée de 460 degrés Celsius. Mais il n'y a pas que la distance qui compte. Mercure est la planète la plus proche du Soleil. Mais elle est plus froide que Vénus. Si Vénus est si chaude, c'est à cause de l'effet de serre. Saviez-vous qu'il y a très longtemps, Vénus aurait pu être un endroit où il faisait bon vivre, ou du moins, elle aurait pu abriter des formes de vie. Mais à un moment donné, elle a commencé à piéger du dioxyde de carbone et elle a fini par créer un épais brouillard qui ne laisse pas la chaleur échapper. C'est pourquoi il est si difficile de l'explorer. La sonde qui a réussi à passer le plus de temps sur Vénus n'a tenu que 2 heures. C'est quand même plus long que ce que je peux faire au travail. Après, je fonds. Alors oui, vous arrivez au Soleil. Sa surface brûle à la température incroyable de 5500 degrés. Et ce qui est fascinant, c'est que cette étrange étoile brune dont nous parlions est plus chaude encore que ça. Certes, elle n'est pas plus chaude que le cœur du Soleil, dont la température peut atteindre 15 millions de degrés Celsius, mais il est tout de même très impressionnant et inhabituel qu'une naine brune soit aussi chaude. C'est du moins ce que tout le monde pensait, jusqu'à ce que l'on se rende compte de la raison de ce phénomène. La naine brune est remarquablement proche d'une autre étoile, qui, elle, entre dans la catégorie des naines blanches. Elles sont si proches l'une de l'autre que notre mystérieuse brunette effectue une orbite autour de sa blanche amie en seulement 2 ou 3 heures. Comme nous serions vieux là-bas. Comme elles sont très proches, elles sont en état de verrouillage gravitationnel, comme la Lune et la Terre. Cela signifie que cette naine brune présente toujours une seule de ses faces à sa naine blanche. L'autre face est toujours dans l'obscurité. Pour cette raison, notre naine brune n'est surchauffée que d'un seul côté. C'est donc cette face éclairée qui nous a déroutés, alors que la température de sa face nocturne correspond à ce que l'on attend d'une naine brune. Mais ces conditions extrêmes ne dureront pas longtemps. Une température aussi élevée fait que les molécules de son atmosphère se désagrègent en atomes individuels, et au fur et à mesure que ces molécules se fragmentent, notre naine brune disparaît lentement. Si vous pensez que cette naine brune est chaude, que direz-vous alors d'Eta Carinae ? Il s'agit d'une étoile située à environ 7500 années-lumière de la Terre, dans la constellation de la Carène. Elle appartient à une catégorie d'étoiles que l'on appelle les variables lumineuses bleues. Un astronome l'a remarquée pour la première fois au XVIIe siècle, mais à l'époque, ce n'était qu'une étoile ordinaire de luminosité moyenne. Près de 200 ans plus tard, un autre astronome est tombé dessus. Mais cette fois, il s'agissait d'une étoile très brillante, l'une des plus brillantes du ciel. Quelques années après ça, elle a atteint son plus haut niveau de luminosité lors d'un événement majeur appelé la Grande Éruption. À ce moment, l'étoile était facilement visible dans notre ciel nocturne. Elle libérait une surprenante quantité de lumière, aussi importante que celle émise lors de l'explosion d'une supernova. Et elle est restée ainsi pendant quelques années, ce qui n'est pas le cas des étoiles qui explosent. Lorsque la fête a atteint son apogée, elle a décidé qu'il était temps de tirer sa révérence. Mais elle hésite encore un peu, ce qui signifie qu'elle est toujours en vie, mais qu'elle est moins lumineuse qu'avant. Il existe également une nébuleuse autour d'Eta Carinae. Il s'agit d'une coquille de gaz et de poussière qui s'est formée lors de la Grande Éruption. Elle a même bloqué une partie de la lumière de l'étoile. Eta Carinae est un système stellaire binaire. Autrement dit, 2 étoiles orbitent l'une autour de l'autre. L'une d'entre elles a une température d'environ 14 700 degrés. L'autre de 34 650. L'étoile principale du système Eta Carinae, la plus massive des deux, est 100 fois plus lourde que notre Soleil. En raison de sa masse énorme, les scientifiques prédisent
que cette étoile pourrait exploser lors d'un événement puissant connu sous le nom de supernova, mais pas avant plusieurs milliers d'années. Vous avez peut-être déjà deviné quel est ce phénomène le plus chaud de l'univers. Et oui, une supernova. C'est grâce à elle que l'on sait que la vie d'une étoile est terminée. Il s'agit des explosions les plus puissantes de l'espace. Elles se produisent lorsqu'une étoile entre 8 et 40 fois plus massive que notre Soleil s'effondre. Son cœur ne peut plus produire suffisamment d'énergie par le biais d'un processus appelé fusion, de sorte que l'étoile ne peut même plus supporter sa propre gravité. C'est donc une sorte d'épuisement stellaire. L'étoile ne peut plus faire face à une charge de travail si importante et son noyau lâche prise. Lors d'une supernova, les températures au cœur de l'étoile peuvent être 6000 fois plus élevées qu'au centre du Soleil. Il arrive aussi qu'un type particulier d'étoile, appelé naine blanche, redémarre soudainement sa fusion nucléaire et, boum, vous obtenez à nouveau une supernova. La supernova de Kepler s'est produite au début du XVIIe siècle et a été la dernière vraiment importante à être directement observée depuis la Terre. En moyenne, les supernovas dans notre galaxie se produisent 3 fois par siècle. Une supernova de moindre importance s'est produite en 1987, lorsqu'une supergéante bleue du nom de SN 1987A a explosé dans l'une des galaxies satellites de notre Voie lactée, le Grand Nuage de Magellan. Cette explosion a été si puissante qu'on a pu l'observer à l'œil nu, bien qu'elle se soit produite à une distance incroyable, à 168 000 années-lumière de notre planète. Quel sujet pour les beaux jours, n'est-ce pas ? Nous pouvons également parler de la chose la plus chaude jamais créée, fabriquée dans un endroit surprenant, la Suisse. Non, il ne s'agit pas d'un super chocolat chaud. Un groupe de scientifiques a créé une soupe subatomique appelée plasma de quarks et de gluons. Lors de cette expérience, la température est devenue 250 000 fois plus élevée que celle du cœur du Soleil. Le but était de recréer les conditions qui existaient peu après le Big Bang, lorsque l'univers était encore dans un état de chaos. Bien, allons encore plus loin. En théorie, les choses peuvent devenir encore plus chaudes. Avez-vous entendu parler de la température de Planck ? Il s'agit d'une température extrêmement élevée, avec des chiffres que nous ne pouvons même pas imaginer. Une supernova n'est un thé tiède comparé à cette folie. Et qui sait ce que fait la matière à ces températures ? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous êtes de retour dans votre confortable univers. Salut ! Rendez-moi service. Essayez d'imaginer la première fois que vous avez fait du camping. Peut-être y êtes-vous allé avec vos parents, peut-être était-ce à l'occasion d'une sortie scolaire avec vos camarades de classe. Quoi qu'il en soit, essayez d'imaginer, ou de vous souvenir, de ce que vous avez ressenti à la fin de la journée. Le soleil s'était couché, mais il restait de la lumière. Allongé, vous essayez de vous reposer. Quelle est la première chose que vous vous souvenez avoir vue dans le ciel ? Si vous êtes comme moi, c'est probablement le nombre impressionnant d'étoiles qui scintillaient juste au-dessus de vous. Ces étoiles, dont la plupart sont visibles sans aucun dispositif sophistiqué, font partie de la Voie lactée. Croyez-le ou non, notre galaxie est presque aussi vieille que l'univers lui-même. Mais à part son âge, c'est aussi un endroit plutôt agréable. La Voie lactée est comme une pouponnière cosmique, où naissent sans arrêt de nouvelles étoiles. Et sachez qu'il s'y trouve donc des objets extrêmement fascinants. Tout au moins d'après les photos. Prenez la montagne mystique, une région de la nébuleuse de la Carène. Tout y est toujours débordant d'énergie, en cause. Des colonnes de gaz qui s'effondrent et s'éparpillent dans toutes les directions comme des acrobates de cirque. C'est typique des étoiles en train de naître. Et si vous jetez un œil à cette image impressionnante, vous verrez un merveilleux spectacle coloré. Le bleu représente l'oxygène, le vert l'hydrogène et l'azote, et le rouge représente le soufre. Prêt pour la prochaine étape de notre voyage dans la Voie lactée ? Regardez ces énormes nuages torsadés de poussière et de gaz interstellaires au beau milieu de M16, également connus sous le nom de nébuleuse de l'Aigle. Nous avons ici les superbes piliers de la création, qui sont d'imposantes colonnes qui veillent sur les très jeunes étoiles. Je sais que ce n'est pas la première fois que le télescope Hubble nous offre cette magnifique vue, mais croyez-moi, c'est l'image la plus détaillée qu'on ait jamais reçue.
Une lumière ultraviolette provenant d'une multitude d'étoiles nouvelles, situées juste en dehors du cadre, bombarde constamment les piliers. Ces superstars stellaires sont en fait à l'origine de l'usure progressive des tours de poussière et de gaz. Et préparez-vous à être impressionnés. Ces piliers de la création s'étendent sur 4 à 5 années-lumière. Oui, ça a l'air immense, mais dans leur environnement, ce sont de jolies petites choses. La grande nébuleuse de l'Aigle s'étend sur 70 années-lumière. C'est un génial astronome suisse qui a repéré cette nébuleuse pour la première fois en 1745, et elle se trouve à environ 7000 années-lumière de notre humble petite Terre, dans la constellation du Serpent. Mais voici le plus étrange. Elle a beau paraître très productive, la Voie lactée forme de nouvelles étoiles assez rarement comparées à d'autres galaxies. Et les astronomes ont même remarqué que le rythme des naissances est en baisse. Ils sont très impatients de comprendre pourquoi. Mais avant d'examiner ce phénomène bizarre, voyons d'abord comment les étoiles naissent. Il est difficile pour nous de comprendre ces choses depuis la Terre. Ce que nous savons, nous l'avons appris en observant les étoiles de la Voie lactée. Les étoiles se forment dans ces froids nuages de gaz et de poussière qu'on appelle des nébuleuses. Ces zones sont assez courantes dans la plupart des galaxies. Les températures basses sont essentielles pour que l'hydrogène puisse se maintenir. En amassant du gaz, l'amas provoque un mouvement qui crée lui-même de l'énergie. Lorsque le gaz entre en collision avec l'amas déjà formé, toute cette énergie se transforme en chaleur. Ce processus se poursuit jusqu'à ce que la température augmente considérablement, ce qui déclenche la naissance d'une étoile. La séquence principale est une période très importante dans la vie d'une étoile. Je ne vais pas vous faire un cours de chimie, mais pendant cette période, l'étoile produit à la fois de la chaleur et des radiations. Et à cause de ces radiations, une pression se crée autour de l'étoile. Et ça explique aussi la présence de toute cette lumière dans les galaxies. Maintenant, parlons de la taille des étoiles. Plus l'étoile est grande, plus vite elle consomme son carburant. Ces grosses étoiles sont les plus brillantes. Elles émettent une lumière très intense. Les étoiles de moindre masse vivent plus longtemps, même si elles ne sont pas aussi lumineuses. Il y a des étoiles de toutes les tailles dans les galaxies que nous pouvons observer d'ici. Certaines étoiles font 0,1% de la taille du Soleil, tandis que d'autres font 10 fois sa masse. Une fois qu'une étoile a consommé tout son carburant, c'est l'heure de son bouquet final. Elle commence alors à pâlir. Les étoiles de la même taille que le Soleil, ou plus petites, ne peuvent plus produire de radiation à ce stade. La gravité prend le dessus et les transforme en des naines blanches. Pour les étoiles plus grandes, c'est un peu différent. Elles aussi s'effondrent, mais il y a beaucoup plus de matière en combustion, et la chaleur est immense. Cet effondrement crée un noyau plus dense. Lorsque tout l'intérieur de l'étoile est consommé, ses couches extérieures s'effondrent rapidement. Elles rebondissent sur le noyau à une vitesse proche de celle de la lumière. Cet événement porte le nom de supernova. La matière expulsée forme la base de futures étoiles. Et un trou noir est créé. Maintenant que nous en savons un peu plus sur la vie d'une étoile, penchons-nous un peu sur les générations. Les étoiles n'apparaissent pas de manière régulière. Actuellement, l'univers fabrique 9 fois moins d'étoiles qu'il ne le faisait à sa grande époque, il y a environ 10 milliards d'années. Une étude nous a donné un aperçu de l'histoire de la formation des étoiles. Pour la conduire, 2 chercheurs se sont associés et ont recueilli tout un tas de données sur les galaxies. Ils ont classé ces galaxies en fonction de leur éloignement. Grâce à cette méthode, ils ont pu calculer les changements de luminosité des galaxies au cours de leur vie. Comme ce sont les étoiles qui émettent la majeure partie de la lumière d'une galaxie, ils ont pu découvrir, à l'aide de calculs sophistiqués, combien d'étoiles se formaient en un temps donné. D'après leurs conclusions, la formation d'étoiles était plutôt faible lorsque l'univers était jeune. Mais ensuite, les gaz ont commencé à s'assembler. Et boum, la production d'étoiles a explosé et a atteint son pic il y a 10 ou 11 milliards d'années.
Après ça, cette production a fortement baissé. Dans l'univers observable d'aujourd'hui, elle a énormément diminué. Cela signifie qu'environ 50% des étoiles que nous voyons aujourd'hui sont nées dans les 5 milliards d'années qui ont suivi le Big Bang. Seul un quart d'entre elles se sont formées après ça. Alors, qu'est-ce qui a causé ce changement? Eh bien, les scientifiques pensent que c'est dû au gaz froid dont les étoiles ont besoin lorsqu'elles naissent. Lorsque les galaxies se forment, le gaz se concentre vers l'intérieur et beaucoup d'étoiles naissent. Mais ensuite, le gaz est rapidement consommé et les étoiles s'endorment. Lors d'une supernova, tous ces gaz nécessaires à la formation de nouvelles étoiles sont projetés très loin. Et puis, ces gaz changent également de composition chimique. C'est ainsi que nous comprenons le déclin de la production d'étoiles que nous observons aujourd'hui. Les scientifiques ignorent pourquoi ces gaz ne sont plus utilisables. Les galaxies sont des objets complexes. Toutes sortes de forces entrent en jeu dans le maintien de leur équilibre. Par exemple, lorsqu'une supernova explose, les ondes de choc peuvent parfois provoquer des turbulences et une agrégation de gaz, ce qui cause la naissance de nouvelles étoiles. Mais si la supernova est trop puissante, elle peut expulser tout ce gaz hors de la galaxie. Et sans gaz, il y a peu de chances qu'une nouvelle étoile puisse se former. Alors, que nous réserve l'avenir? Certains scientifiques se demandent ce qui se passerait si plus aucune étoile ne naissait. L'univers se remplirait peut-être tout simplement de trous noirs et d'étoiles en déclin. Les systèmes solaires deviendraient inhospitaliers à mesure que leurs étoiles faibliraient, et ces trous noirs dévoreraient tout ce qui se trouve autour d'eux. Aussi triste que cela puisse paraître, cela reste une idée étonnante. Heureusement, nous n'avons pas à nous inquiéter de cela pour l'instant. L'univers est vieux de 13,7 milliards d'années. Et cette période de déclin n'est pas prévue avant très longtemps. Et puis, ce n'est qu'une hypothèse du déclin de la production des étoiles. Qui sait quelles autres possibilités l'univers nous réserve? Vu, il semblerait que 2 étoiles géantes aient été surprises en plein baiser romantique. Bien que cela puisse ne sembler être que des ragots de paparazzi au premier abord, il s'agit en réalité d'un phénomène cosmique fascinant découvert par une équipe internationale d'astronomes. Le cycle de vie d'une étoile solitaire est relativement simple. Elles naissent dans d'immenses régions gazeuses de l'espace, brûlent leur carburant, puis, à un moment donné, elles explosent en supernova. Mais lorsque des étoiles naissent à proximité les unes des autres, leur attraction gravitationnelle mutuelle peut les captiver dans ce qui semble être une danse éternelle. Parfois, elles se rapprochent tellement qu'elles semblent presque se toucher. Ces étoiles peuvent passer des milliards d'années à tourner l'une autour de l'autre. Mais leur baiser ne dure que quelques millions d'années, ce qui n'est qu'un clin d'œil à l'échelle du cosmos. Leonardo Almeida, le principal auteur de cette étude, s'était donné pour mission de trouver des étoiles binaires prisonnières de ce baiser cosmique. Il a concentré ses recherches sur la nébuleuse de la Tarentule, une magnifique région de formation d'étoiles située dans le Grand Nuage de Magellan, à 160 000 années-lumière de notre planète. Et là, il a découvert l'étincelant système d'étoiles binaires, baptisé VFTS 352, qui se démarquait nettement des autres. Les 2 étoiles découvertes étaient assez grandes et de taille presque identique. Ensemble, elles forment une masse environ 57 fois supérieure à celle de notre Soleil. Avant cela, seuls 3 autres systèmes binaires de grande masse avaient été découverts. Étant donné que ces 2 étoiles étaient si proches, elles généraient une attraction gravitationnelle intense qui les faisait orbiter l'une autour de l'autre à un rythme stupéfiant d'une révolution par jour, séparées d'à peine 12 km. Avec une telle proximité, elles formaient un pont permettant à leur carburant stellaire de se mélanger, partageant ainsi près de 30% de leur volume total. Les températures de ce système étaient également sans commune mesure et atteignaient les 41 000 degrés. Au début, il semble que le mélange interne de leur énergie pourrait permettre à ces étoiles de vivre plus longtemps, en brûlant plus de carburant sur des périodes prolongées. Mais ce bénéfice ne serait que temporaire. 2 scénarios probables se dessinent quant à leur destin. Elles pourraient fusionner pour former une étoile géante qui exploserait en supernova, ou bien
elles pourraient exploser séparément et terminer leur jour en tant que trous noirs orbitant l'un autour de l'autre. Si elles fusionnaient, ce processus prendrait environ 600 000 ans, tandis que si elles devenaient un système de trous noirs binaires, elles pourraient continuer à brûler pendant encore 3 millions d'années. Cependant, les deux scénarios mèneraient finalement à leur destruction, à moins qu'elles ne se transforment en deux trous noirs distincts, dérivant dans des directions opposées à travers l'immensité de l'espace, une possibilité qui est également envisageable. Récemment, les astronomes du monde entier ont assisté à un spectacle étourdissant. Jupiter et Vénus, les deux planètes les plus brillantes du ciel nocturne, se sont tellement rapprochées qu'elles semblaient sur le point de se percuter ou de s'embrasser. Du moins, c'est à cela que ça ressemblait depuis la Terre. En réalité, elles sont toujours séparées par 643 millions de kilomètres. Un autre sujet fascinant pour les astronomes concerne les objets G. Ce sont des objets célestes qui ressemblent à des nuages de poussière et de gaz, mais se comportent comme des étoiles. Au centre de notre galaxie, il y a un trou noir supermassif, Sagittarius A, avec une masse 4 millions de fois supérieure à celle de notre Soleil. Et récemment, les scientifiques ont découvert deux objets mystérieux, baptisés objets G, proches de ce trou noir. Ce sont les objets G1 et G2. La théorie la plus vraisemblable est que G2 ait consisté en deux étoiles qui orbitaient autour du trou noir en tandem avant de fusionner en une seule énorme étoile, enveloppée dans un nuage de gaz et de poussière exceptionnellement épais. Lorsque G2 s'est approché au plus près du trou noir, il a émis une signature étrange, s'étirant et perdant une grande partie de son gaz. À mesure qu'il se rapprochait du trou noir, il a perdu son enveloppe extérieure et il redevient à présent plus compact. Ce qui enthousiasme particulièrement les astronomes à propos des objets G, c'est le matériau qui leur est arraché par les forces de marée lorsqu'ils passent près du trou noir central. Ce matériau finit inévitablement par être aspiré par le trou noir, créant un véritable spectacle pyrotechnique. Cela se produit parce que le matériau consommé par le trou noir chauffe et émet des radiations avant de disparaître à travers l'horizon des événements. Cet horizon est la limite redoutable d'un trou noir, au-delà de laquelle rien ne peut s'échapper. Il semble maintenant que les scientifiques aient découvert 4 autres objets G. G3, G4, G5 et G6. Tous sont situés à moins de 0,13 années-lumière du trou noir. Il se pourrait que ces 6 objets aient autrefois appartenu à des systèmes binaires qui se sont rapprochés jusqu'à fusionner en raison de la puissante gravité de cet imposant trou noir. Habituellement, il faut plus d'1 million d'années pour que le processus de fusion entre deux étoiles s'achève. Nous espérons découvrir davantage d'objets G, car cela nous offre l'une des rares occasions d'étudier le comportement des matières proches d'un trou noir supermassif sans qu'elles ne soient immédiatement englouties. Du moins, pour l'instant. Avez-vous entendu parler des étoiles variables? En regardant le ciel, nous imaginons souvent que les étoiles sont des points de lumière immuables et éternels. Mais si certaines étoiles paraissent qu'en constantes, d'autres changent de luminosité au fil du temps, d'où leur nom d'étoiles variables. Certaines s'éteignent et se rallument sur des périodes allant de quelques jours à plusieurs années. Ces variations ne sont pas visibles à l'œil nu. Seuls les astronomes, grâce à leurs équipements sophistiqués et leurs observations à long terme, sont en mesure de les détecter. Et que dire des étoiles vampires? Imaginez 2 étoiles dans un système binaire, une géante rouge et une naine blanche, tournoyant l'une autour de l'autre comme des danseuses de ballet cosmique. La géante rouge, autrefois étoile vibrante, a vieilli et s'est affaiblie. Ses couches externes d'hydrogène, autrefois fermement maintenues par sa gravité, se sont relâchées, la rendant vulnérable à l'avidité de la petite et dense naine blanche. La naine blanche, surnommée étoile vampire, convoite le carburant de sa grande sœur et y voit une opportunité inespérée. Alors qu'elles dansent ensemble, l'étoile vampire utilise sa puissante force gravitationnelle pour siphonner l'hydrogène des couches externes de la géante rouge. Elle brille alors d'une teinte bleue et semble rajeunir et déborder d'énergie à mesure que sa cavalière se rabougrit. Mais il n'y a pas que les étoiles vampires. On compte aussi des étoiles zombies. Parfois, lorsqu'une géante rouge explose, elle ne se désintègre pas complètement. Au lieu de cela, un reste de naine blanche subsiste après elle.
comparable à une étoile zombie qui était morte mais est à présent revenue à la vie. Cependant, cette étoile zombie n'a pas faim de cerveau comme dans les films, mais de l'hydrogène même que l'étoile vampire lui volait depuis le début. Si l'étoile zombie se trouve suffisamment proche de son ancienne partenaire, elle commencera à aspirer de la matière pour ressusciter son noyau. Elle deviendra alors une bombe d'hydrogène, prête à exploser dans un formidable spectacle de vengeance cosmique. C'est un phénomène fascinant que nous ne détectons généralement pas car ces explosions sont beaucoup plus faibles que les supernovas habituelles. Mais lorsqu'elles se produisent, la détonation qui en résulte est proprement dantesque et détruit à la fois l'étoile vampire et son jumeau zombie. Il semblerait que les vampires et les zombies ne soient pas que des personnages de fiction après tout. Non seulement nous sommes faits de poussière d'étoiles, mais nous avons aussi plus de points communs avec les étoiles que nous ne le pensions. Ainsi, les étoiles aiment également rester en groupe avec leurs proches, et la plupart des étoiles préfèrent donc voyager à travers l'univers en amas. Ces amas stellaires sont des groupes d'étoiles gravitationnellement liés entre elles. Celles qui s'y trouvent sont généralement du même âge et du même type, partageant les mêmes passe-temps et les mêmes centres d'intérêt. Peut-être ont-elles même une vie sociale plus active que la nôtre.